Bonjour à toutes et à tous, et oui, on est là le 31 décembre, un peu fatigué, un peu malade aussi je crois pour mon coéquipier du jour, mais Oui, on est bien là pour ce podcast NBA Extra. Salut Fred. Salut. Oui, un petit peu malade, oui, effectivement. Je galère, une belle grosse grippe, là. Je sais pas si on est à la distance, pour ceux qui nous regardent sur YouTube, si on est à la distance Honnêtement, je pense de que sécurité. Je pense que si, mais j'ai vu que tu t'étais mis un petit peu... je suis presque en champ, par rapport à d'habitude, ouais. Pour ce podcast, j'avoue, j'avais pas un milliard d'idées sur les sujets à proposer, mais je me suis dit, il y a un truc sympa qu'on pourrait faire, c'est de dire ce qu'on attend, ce qu'on prévoit pour l'année 2026, que ce soit sur la fin de la saison NBA ou même potentiellement sur la future free agency. Évidemment, j'ai placé Giannis Antetokounmpo dans l'histoire. Tu veux commencer ou je commence ? Comme tu veux. Allez, moi je commence. Pour moi, les Spurs, je les vois, je les attends, je les imagine très très bien en finale de conférence à l'Ouest. Avant que tu me dises que je suis fou, je t'explique un peu pourquoi. Moi, ça fait quand même plusieurs semaines que je trouve que depuis en fait la blessure de Victor Wembanyama, je suis assez impressionné par la façon dont San Antonio a eu à garder en fait le cap, à conserver de très bons résultats, à même de meilleurs résultats. Alors ça, bon, c'est encore un autre débat, mais à même de meilleurs résultats sans Victor qu'avec Victor, ce qui veut beaucoup dire, je trouve, sur la qualité et l'homogénéité de ce groupe. On n'attendait pas aussi fort des Dylan Harper. On ne savait pas exactement comment allait se passer la deuxième saison de Stephen Castle. Il y avait, mine de rien, des interrogations sur D'Aaron Fox. En fait, elles sont toutes levées. Luke Cornett est un super joueur de rotation et un très bon titulaire en NBA. On l'a bien vu. Alors, peut-être pas sur 82 matchs, mais sur les matchs où Victor ne peut pas être là, ça fait super bien le boulot. Mitch Johnson a été beaucoup tensé la saison dernière. On voit qu'en fait, comme par hasard en NBA, dès que tu as des joueurs de meilleure qualité, ça donne tout de suite de meilleurs résultats, ce qui est quand même plutôt simple. Et Doc Rivers a vécu sur ça pendant de très longues années. Donc en fait, je trouve que tous les voyants sont ouverts pour San Antonio. Je rajoute là, du coup, la blessure de Jokic, ce qui fait que Denver va beaucoup galérer pendant au moins un mois, voire peut-être un peu plus. Que les Lakers sont comme on les attendait, c'est-à-dire finalement je trouve forts avec les faibles et souvent faibles avec les forts, et que pour les Rockets et après tout le groupe qui se détache derrière, je vois pas pourquoi San Antonio aurait de quoi avoir peur en play-off. Alors on va me parler d'inexpérience, on va me dire qu'il faut être patient avec San Antonio, j'ai l'impression qu'on dit tout le temps ça à longueur de journée, il faut être patient avec les Spurs. Moi je pense que quand il y a une ouverture, il faut y aller, et je vois pas pourquoi les Spurs ne pourraient pas être en finale de conférence l'été prochain. Et donc, tu veux que je réponde à ça ? Tu vas répondre à ça, bien sûr. Je souhaite évidemment, mais je n'y crois pas. Je n'y crois pas, et je trouve que le discours de Wemby par rapport à ça est hyper intelligent. Je te rappelle quand ils ont gagné contre OKC, tout le monde les voyait la meilleure équipe du monde, presque, ça y est, détrôné OKC, etc. Et quand ils ont perdu les deux derniers matchs, qui étaient des matchs qu'ils auraient dû prendre, tout le monde les voyait, en disait, ah ouais, finalement, il y a un coup de moins bien, etc. Je pense qu'ils sont, comme dit Wemby, et je ne fais que le citer, on n'est pas aussi bon qu'on a dit au moment où on a battu OKC, mais on n'est pas aussi mauvais qu'on nous a dit là. Je pense qu'en saison régulière, je pense qu'ils peuvent terminer très bien, et tu as très bien expliqué pourquoi. Parce que les Lakers, on a vu que parfois ça balbutie un petit peu, on a vu que sans Jokic et sans beaucoup de titulaires quand même du côté de Denver, c'est un peu compliqué. Houston qui trouve pas encore son rythme, Minnesota qui est sur du courant alternatif, mais ça on en a un petit peu l'habitude. Et sur la saison régulière, je ne peux que te donner raison. Je pense que les Spurs ont terminé 2, voire 3, et là, je peux que te donner raison. Mais malheureusement, j'ai utilisé ton argument, effectivement. Pas d'expérience du tout. Et peut-être pas cette capacité à se transcender dans les moments difficiles. Parce que tu dis qu'ils ont mieux joué sans Wemby, c'est vrai. C'est vrai, sauf qu'on sait aussi que c'est ponctuel, ça. Et que quand une star n'est pas là, de temps en temps, pendant un laps de temps déterminé, on peut mieux jouer au basket. Maintenant, ce que je veux voir, c'est la réintégration réelle de Wemby dans ce 5 majeur avec des victoires. Je veux voir comment cette équipe est capable d'évoluer dans un contexte où il peut y avoir des blessures, où il peut y avoir des moments plus difficiles. En début de saison, tu me passeras cette expression, mais c'est un peu plus simple. Parce que tu as des blessures, mais tu as tellement de marge, tu as tellement de matchs qui arrivent après, que tu peux les prendre un petit peu tranquillement, et finalement, cette décontraction peut te permettre de gagner des matchs. Là, tu vas arriver dans une période un petit peu plus dure, et les playoffs, on sait à quel point c'est compliqué, et c'est vrai que c'est rare les équipes qui performent tout de suite. Je suis d'accord avec toi, Dylan Harper est un joueur fantastique, Stephen Castle est un joueur fantastique, et Wemby est un joueur fantastique. Et je parle même pas des autres, Keldon Johnson, Vassell, etc., qui sont des très bons joueurs de basket. Réellement, je leur souhaite, mais pour moi, c'est un peu tôt. J'ai du mal à les voir tout de suite battre les Lakers qui vont se renforcer, parce qu'ils vont trouver des trendy, parce qu'ils vont essayer à la trade deadline de faire des choses. Tu vois, en fait, on parle maintenant des équipes qu'on voit maintenant.
Sauf que comme on va l'évoquer, il va y avoir des changements, il va y avoir des trades, il va y avoir des mouvements. Et je pense que ces Lakers-là, effectivement, s'ils vont comme ça va être compliqué pour eux. Mais ils ont ciblé les problèmes défensivement, donc il leur faut des vrais défenseurs. S'ils trouvent ces vrais défenseurs, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose quand même. En fait, je suis volontairement optimiste avec San Antonio parce que je trouve que moi qui suis souvent un grand défenseur de la conférence Ouest, je suis assez déçu de cette saison. Je trouve que finalement, à part OKC, personne ne se détache vraiment. Je suis d'accord qu'en playoff, ça sera évidemment un autre univers, mais finalement, la seule équipe qui paraissait imbattable, les Spurs, arrivent à la battre. Oui, c'est vrai. Et derrière, en fait, il n'y a pas de grosse équipe qui se détache, hormis les Nuggets. Et les Nuggets, en fait, il y a de plus en plus d'interrogations. Alors, a priori, en playoff, il y aura Aaron Gordon, il y aura Christian Brown, il y aura Nikola Jokic, il y aura Cam Johnson. Mais attention à ce que Denver, en fait, trébuche pas peut-être avant de jouer aussi San Antonio. C'est ça peut être ça aussi le problème pour Denver, qui, s'ils glissent au classement, ils vont être l'épouvantail des playoffs. Imagine que les Nuggets terminent 5e, tu vois, de la conférence Ouest. Ça sera vraiment embêtant pour pas mal d'équipes. Ah ben, je plains toutes les équipes qui vont les affronter. Voilà, c'est ça. Mais en fait, je pense qu'à part OKC et Denver, il y a pas je vois pas contre qui San Antonio doit vraiment avoir peur. Moi, tu vois, l'équipe qui limite me fait le plus peur pour les Spurs, c'est les Timberwolves. Tu vois, parce que eux ont l'expérience, ont la fougue, eux ont la dureté physique, et je pense que ils savent faire, ouais. Et c'est passez-moi l'expression, c'est vraiment des emmerdeurs de premier ordre. Ouais. Et tu vois, moi je trouve que Minnesota peut faire plus peur que Houston ou que les Lakers en playoff. Ouais, après, je suis d'accord avec toi. À l'instant T, Houston me fait pas peur du tout, et au contraire, enfin, s'ils me font peur, mais dans le mauvais sens. Ils sont pas vraiment rassurants, et ça, je comprends pas d'ailleurs que ça clique pas plus que ça, mais ça peut prendre. Ça peut venir à un moment. Effectivement, quand d'entrée, t'as ton meneur qui est pas là, forcément, il faut s'adapter, tu trouves des solutions. Je trouve que Rich Shepard fait une super saison, hein, objectivement. Donc, je sais pas, je leur souhaite, mais je pense qu'ils vont aller en play-off et ça va bien se passer, au moins au premier tour. Après, je demande à voir. L'expérience en play-off, c'est important quand même. À toi, j'ai commencé par les Spurs. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que tu attends dans les grandes lignes de cette année 2026 en NBA? On va se concentrer sur un point chacun. Moi, j'avais l'idée du trade de Trae Young. Moi, j'ai ce trade dans ma tête. En fait, cette nuit, je me suis réveillé même tellement. Carrément. Ouais, ça m'a. D'ailleurs, j'ai envoyé un message à Marie Fatou pour lui dire que je suis fatigué, sinon je serais venu commenter avec toi le match des Lakers là. Et non, en fait, je réfléchissais à ça et je me disais, j'aimerais bien le voir à Minnesota. J'aimerais bien le voir à Minnesota. Et je me disais, pourquoi ne pas se taper un délire d'un échange à 3 équipes avec les Mavs concernés. Tu prends Atlanta récupère Anthony Davis, c'est ce qu'il voulait. Tout va très bien. Du côté de Minnesota, on récupère Trae Young, ça va très bien. Et du côté des Mavs, on met, je sais pas, un Julius Randle et un DiVincenzo, par exemple. Encore une fois, là, sans vraiment calculer, etc. Je me dis que ça. Alors, les bases, hein, j'imagine qu'il faudrait. Après, tu rajoutes des tours de draft, etc. Évidemment. T'as juste. Et je me dis, c'est pas mal, c'est pas dégueu, ça. Gagnant pour tout le monde. Et enfin, un vrai meneur, parce que tu peux dire ce que tu veux à Trae Young. Trae Young ne défend pas, c'est vrai, et on a déjà eu cette conversation. Mais par contre, quel organisateur et quelle vision du jeu. Donc, ça soulagerait Anthony Edwards. Franchement, j'étais super hypé par ça. Moi, je pense que le fit Trae Young, Anthony Edwards sur le terrain, ça peut être un truc absolument énorme. Complètement fou. Ça peut renverser la table à l'Ouest. Je suis totalement d'accord avec toi. Ça peut être complètement fou. Après, tu perds soit Julius Randle, soit Naz Reid. Et franchement. Mais je pense que moi, je suis déçu. Enfin, j'ai jamais trop été dans le train Naz Reid, mais je pense pas que ça soit la perte du siècle si Minnesota. Tu vois, si tu dois perdre Naz Reid pour récupérer Trae Young, si t'es les Timberwolves, de toute façon avec cette équipe, tu sais que tu vas pas gagner le titre. Donc, tente un truc. Au pire, ça se passe moins bien, mais de toute façon, tu n'aurais pas gagné le titre avec Naz Reid. Tente le coup avec Trae Young, parce que c'est vrai que le Minnesota, en fait, est très bien placé. Voilà, ça sera fun. Et puis, t'es très bien placé, mais tu sais que si tu changes pas quelque chose, alors faut faire le bon ajustement, mais sans rien changer, tu iras pas plus haut que la finale de conférence. Ils l'ont fait 2 fois déjà sur les 2 dernières années. Tout le monde leur reproche de pas avoir de meneur. Là, t'as un meneur de très haut niveau en termes de passe, de renvoyer le ballon 8 fois à chaque fois, etc. Donc franchement, je dis, ça m'a empêché de dormir. Moi, j'aime beaucoup cette idée parce qu'au-delà du fait de parler simplement d'un meneur de jeu, parce que finalement, est-ce que Edwards n'est pas capable de remplir ce rôle un peu, mais en fait, c'est surtout d'avoir un deuxième joueur qui soit capable de marquer tous les soirs 20-25 points, qui soit capable de donner des ballons. Et Julius Randle,
certes, a énormément progressé, a atteint, je pense, un niveau qu'on l'imaginait pas voir quand il est arrivé en NBA. Moi, je me souviens, ses débuts aux Lakers. Je me souviens, à l'époque, on le comparait, je sais pas pourquoi, d'ailleurs, ça avait aucun sens à Zach Randolph parce qu'il était gaucher. Ouais, c'est ça. Tu vois, c'était juste ça. Ouais, c'est pas du tout Zach Randolph. C'est un très bon profil, mais en fait, il manque une troisième force en attaque pour Minnesota. Les fins de match, à chaque fois, des Timberwolves, on donne le ballon à Anthony Edwards. Et puis on croise les doigts en imaginant qu'il va nous faire du Michael Jordan, qu'il est capable de faire parfois. Exactement, mais sauf que parfois, à force de lui demander à chaque fois de le faire, tu le fais pas tout le temps parce que t'es pas Michael Jordan. Et à la fin, on lui tape dessus en disant franchement, Anthony Edwards, il est pas si fort que ça. Si, moi je trouve que ce que fait Anthony Edwards avec l'effectif qu'il a, parmi toutes les superstars de la NBA, à part Giannis, il n'y a personne qui a un effectif autour de lui aussi faible, entre guillemets, qu'Anthony Edwards. Je crois que tous les joueurs, toutes les grandes stars en NBA ont des équipes bien meilleures autour d'eux que Anthony Edwards et Giannis Antetokounmpo, tu vois, à Milwaukee et Minnesota. Je pense que Giannis c'est encore pire. Hein. Giannis c'est encore pire. On est d'accord, mais Giannis est plus fort qu'Edwards, donc il arrive encore un peu mieux à compenser ça quand il joue. C'est vrai. Mais ce qui me plaisait dans ça aussi, c'est surtout que Rudy Gobert pourrait avoir des ballons un peu. Parce qu'il aime faire des passes quand même. Oui, puis il aime bien jouer avec un pivot sur le pick and roll. Donc je me disais que ça pourrait être intéressant pour lui aussi. Donc voilà, j'ai pensé à ça. Oui, puis tu récupères un joueur qui shoot extérieur, donc tu as peut-être un peu moins besoin de Naz Reid dans cette configuration-là. C'est vrai qu'au niveau des salaires, je ne sais pas comment on pourrait faire fonctionner ça. T'en perds deux. Sur YouTube, là, on postera sur YouTube la vidéo. Dans les commentaires, on regardera qui est capable de... Qu'est-ce qui fonctionnerait. Et puis pour Atlanta, quitte à être fou, autant pourquoi pas récupérer Anthony Davis. Ils ont l'air très chauds sur lui. Ils ont l'air chauds sur lui. Et moi, je pense que ça peut être intéressant. S'il est en forme, quel joueur extraordinaire. C'est le seul truc qui fait douter. Mais si tu as Anthony Davis à fond sur 6 mois. Après, Chris disait ça pour les Warriors. C'est vrai que si tu récupères Anthony Davis à fond les ballons sur de février à juin. Réellement, les Warriors, ce sera encore mieux. Hein. Parce que quand t'as Steph Curry et que t'as Anthony Davis à l'intérieur, évidemment, mais sauf qu'ils ont quoi offrir les. Non, en fait, Golden State, c'est utopique parce qu'ils ont rien à offrir. Ils ont pas de tour de draft, ils ont pas de joueurs, ils sont bloqués au niveau du salary cap, ils peuvent pas s'ajuster. Donc pour les Warriors, ça sera pas possible. Malheureusement. Écoute, on va suivre un peu là ce que t'as dit. Moi, j'avais du coup Giannis Antetokounmpo. Ah non, pardon, j'avais New York retournant en finale NBA cette saison pour la première fois depuis 99. Pour moi, ça fait aucun doute, vraiment, que les Knicks sortiront de la conférence Est, devant Atlanta, devant bien sûr Cleveland, devant tout le monde en fait. Moi je vois, pour moi New York est vraiment le meilleur effectif de l'Est. Ils ont l'expérience, ils ont derrière Giannis pour moi le meilleur joueur de la conférence avec Jalen Brunson, que je place au-dessus de Donovan Mitchell, au-dessus de Therese Maxey, au-dessus de Cade Cunningham pour encore au moins quelques temps. Et je trouve que New York a vraiment toutes les pièces, tout le groupe pour enfin retourner en finale NBA et passer la dernière marche. L'année dernière, ils se sont ratés parce qu'ils sont tombés sur des Pacers qui étaient en feu. Et puis, New York a fait... Je me souviens, c'est ce match 1 que New York doit absolument gagner. Ils le perdent et ça influence ensuite tout le reste de la série. Je vois pas Détroit encore assez au point pour battre les Knicks sur 7 matchs. Même si l'année dernière, c'est pas passé loin pour eux. En fait, pour moi, New York sera bien meilleur en fait cette saison en play-off qu'il n'en était l'an dernier parce que l'effectif est plus large. On pourra revenir d'ailleurs sur le cas Gershon, mais je trouve que les Knicks sous Mike Brown sont bien meilleurs que sous Tom Thibodeau. Je suis vraiment rassuré sur les rotations des Knicks. Là, je vois encore Diawara qui sort du chapeau. Ça, c'est un truc que tu n'aurais jamais vu l'année dernière à New York. Non, et c'est pour ce genre de petites choses que j'ai confiance vraiment. J'étais un peu dans l'expectative sur Mike Brown, je me disais, c'est le 7e, le 8e choix de New York. Après Mike Brown, il faut se rappeler quand même qu'à chaque fois qu'il arrive dans une équipe, au début, il est très bon. Hein. Ça marche très bien, ça va marcher très bien pour la première saison. Ça. Et ça va le faire. Alors, ils gagneront pas le titre, je pense, mais je les vois très bien aller en finale. Honnêtement, c'est une possibilité. Après, je suis moins réducteur que toi pour les Pistons. Je trouve que les Pistons ont vraiment progressé. Cade Cunningham est un joueur extraordinaire. Et si maintenant on demandait de choisir entre Jalen Brunson et Cade Cunningham, je pense que je choisirais effectivement Brunson, mais pas largement. Je pense que Cade Cunningham est vraiment un joueur incroyable. Et ils les ont embêtés l'année dernière. Donc eux progressent parce qu'ils sont jeunes. Je suis d'accord avec toi, New York a progressé aussi. Donc ça va se taper. Là, difficile de vraiment déterminer qui peut le faire. Réellement, oui, bien sûr. Les deux meilleures équipes, de toute façon, oui, c'est pas très compliqué. Je prends un gros risque en disant que les Knicks iront en finale NBA. C'est pas très compliqué. Mais ouais, je comprends. Ouais, vraiment. Parce que effectivement, ça joue mieux. Kolek, qui joue au basket, je savais pas qu'il jouait aussi bien au basket, mais il joue extrêmement bien au basket. Il y a quelques temps, je savais même pas qu'il jouait au basket, Kolek, de toute façon. Mais en fait, moi, il m'a choqué quand Brunson n'était pas là et qu'il fait quasiment un triple-double. Je dis, ok. Donc le mec est plutôt très sérieux. Mais Mike Brown, c'est pas le mec que je préfère, parce que justement, ma prochaine, ce que je choisirai après, c'est Gershon Yabusele. Mais réellement, oui, pourquoi pas, c'est tout à fait possible. Oui, tout à fait.
Donc on reste sur les Knicks. On va rester sur les Knicks, bien sûr. Pourquoi ne pas taper sur ceux qu'on vient d'encenser? Je trouve ça magnifique. Non. En fait, tout simplement, je souhaite à Gershon de trouver quelque chose de mieux. Soit d'avoir enfin un vrai rôle, ce qui n'arrivera pas à New York, soit d'être tradé et d'aller où on appréciera qui il est vraiment, en fait. Je ne comprends pas cette posture de certains coachs. Alors, j'entends ce que tu dis, hein. C'est vrai qu'il joue mieux, c'est vrai qu'il ouvre le banc à certains joueurs, même si sur Mo Diawara, il a quand même dit, quand il shoot, parfois je ferme les yeux, j'espère que ça va rentrer. Il a dit ça exactement, il me semblait que ça, j'avais lu autre chose. Je l'ai vu en live quand il l'a dit. Ah ouais, ok. Non, j'ai lu la traduction où il disait, quand il shoot, bon, ok. Tu vois, il fait comme ça, il plisse les yeux, d'ailleurs dire je prie, ouais. mais ses coéquipiers ont confiance en lui. Mec, la confiance que tu donnes à ton joueur, c'est quoi ça? Ok, tu le fais jouer, mais t'as pas vraiment confiance en son shoot. Bon, peu importe. Donc Mike Brown, pour moi, c'est fini. Il y a une croix à faire sur lui et Gershon. Leur relation n'a pas fonctionné. Mais à un moment, je ne comprends pas ces coachs qui, quoi que tu fasses, que tu sois bon ou mauvais, te laissent le même temps sur le terrain. C'est quoi? Mais, alors, désolé de dire ça, mais est-ce que Gershon a vraiment été bon quand il a joué cette saison? Je dis pas qu'il a été mauvais. Est-ce qu'il a donné, en dehors du statut qu'il a acquis en NBA la saison dernière avec Philadelphie, est-ce qu'il a vraiment donné des raisons à Mike Brown de lui donner 25 minutes de temps de jeu? Moi, j'ai une autre question pour toi. Est-ce que tu crois que jouer 9 minutes en 3 fois, tu trouves ton rythme? C'est toujours le serpent qui se mord la queue, cette histoire de temps de jeu, et il faut prouver très vite. Réellement, Gershon est un morphotype lourd. Donc forcément, il a besoin de plus de temps pour entrer dans le match, etc. Donc en 3 minutes, il peut pas. C'est pas possible. Le temps qu'il commence à s'échauffer, c'est le moment où il sort. Donc à un moment, soit il comprend pas comment fonctionnent les corps humains, Mike Brown, soit ça ne fonctionnera jamais. Donc je ne comprends pas cette posture. Je suis d'accord avec toi. Gershon n'a pas toujours fait ce qu'il fallait et je suis complètement d'accord. Il faut pas toujours dire c'est la faute d'un, c'est pas la faute de l'autre, etc. Dans une mauvaise relation, il y a les problèmes des deux côtés. Mais il faut quand même se rendre compte des réalités aussi. À un moment, même quand il est bon, même quand il met les shoots, il joue pas plus. Donc à un moment, ça doit peser un petit peu. Et surtout quand tu te dis, je sors d'une super saison, j'ai choisi New York, et ça se passe pas bien, ça va être dur aussi. Ouais, ça se passe pas bien. Et je me souviens quand Gershon a signé aux Knicks, on avait fait un podcast, je crois que c'était avec Jacques, juste après, où on s'était dit, en fait, New York a fait la meilleure free agency de l'été. New York s'est renforcé là où il fallait, le bon, avec aussi Jordan Clarkson. Et en fait, New York devient réellement un candidat au titre avec cet effectif-là. Mais c'était en pensant que Gershon aurait du temps de jeu et serait bon et élèverait le niveau des Knicks. Mais ce que je m'étais dit aussi au départ, c'est que en fait, tu signes dans une équipe où il est très très riche cet effectif des Knicks. Et en fait, quand tu joues, le problème, le vrai problème, c'est en fait c'est Mitch Robinson pour Gershon Yabusele. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Mitch Robinson prend énormément de temps de jeu sur le poste 5 et que ça décale 4 en 4, derrière, ensuite, tu dois te friter soit avec les deux, mais tu auras très peu de temps de jeu parce que dès que Robinson sort, c'est 4 qui passent en 5. Et après, si tu espères jouer plus au large, tu dois te taper avec Mikal Bridges et OG Anunoby. Plus Josh Hart qui joue partout. Il est fourni. Donc en fait, t'es mort quand t'es Gershon parce que soit t'es exceptionnel et là t'obliges quasiment Mike Brown à te mettre sur le terrain, et si t'es pas exceptionnel, mais il va toujours préférer une option différente de toi, sachant que Mike Brown il essaie un peu de changer les choses au début. Un peu bizarrement d'ailleurs en faisant jouer Robinson et Kat ensemble, et puis lui-même a dit je me suis trompé, j'écoute mes assistants et on change la formule et on repasse avec Robinson sur le banc. Mais je pense pas que Mike Brown soit le coach qui a envie de prendre énormément de risques cette saison, parce qu'en fait tu sais très bien qu'avec ton équipe, en fait, même à moins de vraiment faire de la merde, désolé de le dire, mais en fait New York au moins sera en finale de conférence cette saison. Donc c'est-à-dire qu'en jouant la sécurité sans prendre trop de risques, en fait, tu as une équipe qui est au-dessus du lot avec Détroit, surtout avec Cleveland qui est pas bon. Non, ils sont au-dessus, je suis d'accord. Mais c'est vrai qu'il s'est vendu comme un coach qui faisait beaucoup jouer son banc. Il y a eu beaucoup de difficultés à faire jouer son banc. Finalement, il a dit non, dans mon 5, moi, il n'y aura pas Josh Hart. Finalement, il revient à Josh Hart. Et quand c'est dur, il revient au basique un petit peu de Tom Thibodeau. Donc, c'est New York. Il y a une ambiance particulière, il y a une pression supplémentaire et c'est compliqué. Tout ça pour dire, je sais pas qui a tort, qui a raison, je sais pas si c'est normal, je sais pas si c'est uniquement de la faute de Gershon, je sais pas si c'est la faute de Mike Brown uniquement. Ce que je sais, c'est que la situation peut pas durer en fait. Et où est-ce que tu le verrais, Gershon, pour se relancer? Je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui seraient contentes de l'avoir. Après, c'est difficile comme ça en l'état, mais je pense que j'adorerais qu'il aille à Minnesota par exemple.
Surtout si Randall se barre, ça pourrait être pas mal. Mais non, en fait, c'est trop compliqué. Là. Moi, je suis pas GM, mais je souhaite en tous les cas d'avoir une équipe qui l'aime à la valeur du joueur, en fait. Moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est qu'est-ce que demanderait les Knicks pour échanger Gershon Yabusele, parce que tu pars du principe du coup que le coach n'apprécie pas son profil, ne le fait pas jouer. Donc sa valeur, elle est censée être très faible. Si les Pistons, qui vont, je pense, foncer sur Mark Cannon d'ici le 5 février, la trade deadline, n'arrivent pas à avoir Mark Cannon. Imagine que Détroit toque à la porte et disent écoutez, nous, Gershon Yabusele, il nous intéresse. Est-ce que les Knicks, ils le laissent partir à Détroit en sachant que tu renforces ton concurrent direct ou pas? C'est l'offre. Alors déjà, il y a l'offre et la demande. D'une part, c'est ça qui détermine la valeur. C'est pas ce que toi tu considères dans ta franchise, c'est l'offre et la demande. Et ensuite, effectivement, ton concurrent direct, tu vas leur offrir un joueur qui, quand il va jouer contre toi, il va vouloir te manger. Oui, pour toi, il est pas bon. Pour Mike Brown, il est pas bon. Pas assez bon, Gershon. Sauf que tu sais comment ça se passe. Les joueurs, quand ils vont dans une autre franchise et qu'ils peuvent se venger après, ils se mangent sans problème. Hein. Donc, c'est pour ça que les Knicks ont une situation un peu bizarre parce qu'ils ont un très bon joueur qui font pas jouer, mais je pense que si une grosse équipe à l'Est demande Gershon. On va plutôt le garder sur le banc. On va le payer pour pas jouer beaucoup que de renforcer un concurrent. De toute façon, à l'Est, Boston ne sera pas intéressé. Toronto, il n'aurait pas forcément sa place. Philadelphie, ça serait... Toronto, je sais pas. Toronto, pourquoi pas? Toronto, je sais pas parce que... Ouais, c'est vrai que ça pourrait le faire. Finalement, en poste 5, t'as Paul Tull. Ouais. Alors il faudrait faire jouer Gershon poste 5, hein. Je suis pas sûr que ça lui plaise énormément, ou Scottie Barnes le décaler en 5 et lui en 4. Honnêtement, il y a peut-être un truc. T'aurais peut-être un truc à effectivement. Et en plus, moi, je suis un énorme fan de Toronto, donc. Ah bon? Pourquoi? J'adore cette équipe. Je trouve qu'elle est bien construite. Ah oui, l'équipe actuelle. Ouais. Okay. Rajakovic, je trouve que c'est un vrai bon coach. Ça joue bien au basket, c'est toujours très plaisant à regarder. RJ Barrett est un bon joueur. Quickly, c'est des bons joueurs aussi. Enfin. Moi, ce que j'attends de 2026 aussi, on revient un peu dans cette idée de trade, c'est que quoi qu'il arrive, Giannis Antetokounmpo quittera Milwaukee. Je pense pas cet hiver, mais moi j'ai du mal à y croire. Par contre, l'été prochain, pour moi, c'est sûr que c'est terminé. Ah non, mais pour moi, ça doit être cet hiver là. Non, j'en ai marre, le feuilleton là. J'ai l'impression que j'ai le feuilleton tout le temps, il en a marre, ça se passe pas bien, l'équipe va pas progresser. À moins que d'un seul coup, ils décident à prendre des joueurs incroyables en les payant une luxury tax de ouf, et je sais pas. Mais c'est pas possible en fait, ils ont pas la possibilité d'avoir une équipe compétitive. Donc, c'est fini pour Giannis. La difficulté, c'est que c'est très compliqué de mettre un tel trade en place en cours de saison. Il y a pas mal d'équipes ça fait longtemps qu'ils en parlent. Qui ont peu de marge de manœuvre sur. Mais en cours de saison, avec le salaire cap et ces histoires d'apprendre, first apprendre, deuxième apprendre, il y a beaucoup d'équipes finalement qui sont bloquées et c'est compliqué de faire venir Giannis Antetokounmpo. Ah non, mais j'ai pas dit que c'était simple. Évidemment, un joueur de ce calibre-là, avec ce salaire-là, évidemment que c'est compliqué. Mais ce que je veux dire, c'est que ça fait quelques temps que les gens se préparent. Hein. Il y a qu'Atlanta, je pense qu'elle a vraiment les clés pour faire péter tout ça. Atlanta, ce serait pas mal aussi. Je pense qu'Atlanta a vraiment les clés. Moi, ce que j'aurais aimé, c'est de voir. Alors, ça n'a pas marché avec Lillard, mais tu vois, un duo Trae Young-Giannis, d'une manière ou d'une autre, j'aurais bien aimé voir ça à un moment. Ça sera compliqué de le faire. Ça sera compliqué de le faire. Mais ça me paraît une évidence que Giannis, début de la saison prochaine, on va dire, ne sera plus un joueur des Bucks. Non. Mais alors, pour moi, j'espère pendant cette saison. Parce que j'ai l'impression qu'il souffre. Je pense qu'il a tout donné à cette franchise, qu'il n'y a plus moyen de faire quoi que ce soit, qu'il est dans la fleur de l'âge et qu'il a envie de performer. Donc je lui souhaite d'aller dans une équipe compétitive tout de suite. Mais est-ce qu'il y a une équipe aujourd'hui bien placée, tu vois, qui a des ambitions, qui va soit casser son groupe, soit tenter un vrai pari avec Giannis, qui a quoi, 31 ans maintenant, 31, qui se blesse de plus en plus, qui certes est l'un des 3-4 meilleurs joueurs de l'NBA quand il joue, mais en fait je trouve que sa cote en fait d'une certaine manière a baissé depuis le début de la saison. Finalement, donc il vaut moins cher. Il vaut moins cher, mais écoute, t'as peut-être moi aussi envie de mettre beaucoup sur la table pour acquérir Giannis Antetokounmpo. Si t'es Miami, t'y vas, mais je sais pas ce qu'il y aura vraiment à proposer Miami pour plaire à Milwaukee. T'as pas mal de joueurs quand même. T'as des joueurs, t'as des jeunes. Tu peux envoyer Jaime Raquez. Ouais, celui-là c'est sûr. Wiggins, tu peux l'envoyer aussi. Il faut que tu gardes Norm Powell parce que moi j'envoie Tyler Hero aussi pour lui, sans problème. Hein. Non, moi j'envoie. Ah ouais, tu préfères avoir Giannis Norman Powell que Giannis Tyler Hero dans la même équipe? Tu trouves que ça marcherait mieux? Alors je sais pas, mais je préfère les deux joueurs. En fait. Okay. C'est vraiment juste. T'aimes pas Tyler Hero en fait? J'aime pas tellement Tyler Hero. C'est ça l'idée, ok. Ouais, ça peut le faire. Moi, en fait, les Knicks ils n'y iront pas de toute façon. Alors pas en cours de saison. Eux, ça serait ridicule. En cours de saison, ça serait ridicule. Ça n'a aucun sens. Je suis d'accord avec toi. Mais ceux qui peuvent le faire, c'est maintenant. C'est Miami. Est-ce que lui est chaud pour aller à Miami? Je sais pas. Mais si lui il arrive à Miami et tu gardes quelques joueurs,
Un autre joueur dont tu peux te servir du poids, c'est Kelly Ware, par exemple. Ouais, mais de toute façon, Bam Adebayo, mais moi, tu vois, je pense que Bam Adebayo, il est pas intouchable du tout à Miami. Si tu peux faire venir Giannis et que les Bucks demandent Bam, faut mieux donner Bam d'ailleurs, je pense que Kelly Ware. Évidemment. D'accord sur ça. Là, il y a vraiment pas de. Non, parce que des fois, on peut se dire les gros noms, on les empile et puis c'est mieux. Mais en fait, Kelly Ware, c'est beaucoup mieux pour jouer avec Giannis que Bam Adebayo. Mais surtout, il est plus jeune, il avait un potentiel hyper important. Oui, bien sûr. Ouais, mais par contre, moi, je suis Milwaukee, je dis non, moi, je veux Kelly Ware. Tu veux Kelly Ware, toi ? Bah oui. Ok. Ouais, c'est vrai, c'est un peu plus logique. C'est logique. Qu'est-ce que j'avais d'autre ? Bah non, c'est à toi. Est-ce que t'as d'autres choses en magasin ou pas ? Non, franchement pas. Moi, j'avais pensé à que Boston, avec le retour de Tatum, pour la saison prochaine, sera le favori de la saison en NBA. Ça y est, tu t'es enflammé. Ce que proposent les Celtics cette saison... On était calme, tout se passait bien, et là tu commences à t'enflammer. Ce que propose Boston cette saison sur Jason Tatum, je trouve ça extraordinaire. Ah mais c'est extraordinaire. Jaylen Brown, mine de rien, il a beau avoir été MVP des finales, en fait il a encore passé un cap depuis la blessure de Tatum. En tout cas, il prouve qu'il peut être plus que un lieutenant bis, un numéro 1 bis à Boston. Et pour moi, Jaylen Brown, il fait partie là des 10 meilleurs joueurs NBA cette saison, sans problème. Quoi, t'envoies 10 de pas du tout. Ok, d'accord. Okay. Et donc tu rajoutes Jason Tatum. Et donc c'est là que je suis pas d'accord avec toi. Et donc tu penses pas que Boston sera favori la saison prochaine? Je te parle pas là en cours de saison si Tatum revient en janvier, février et mars. Soi-disant, c'est qui le calife dans cette équipe? Mais ça les a pas empêchés de gagner un titre. C'est pas alors, t'as pas répondu à ma question. C'est qui le calife? C'est Jason Tatum. D'accord. Et t'es en train de me dire qu'il y en a un qui est en train de devenir plus qu'un 1 bis, c'est le numéro 1. Comment ça va se passer ça? Mais si finalement c'était déjà le cas lors du titre, c'est-à-dire que donc finalement c'est pas Jason Tatum le numéro 1. En termes de complément. Mais non, on a dit tout à l'heure que tout n'était pas blanc et tout n'était pas noir. Jaylen Brown, il peut ne pas être le numéro 1. C'est un c'est ça? Ouais, c'est pas toujours un dit. C'est un two-way contract, Jason Tatum. Fred, tu vaux mieux que ça, Fred. Non, mais ma question c'est justement, ça joue très bien. Pourquoi? Parce que les ballons de Tatum ont été répartis autrement en fait. Pritchard a pris de l'importance, Derrick White a été plus important, d'autres joueurs, Jordan Walsh est très important dans le système, même s'il marque pas énormément de points, il est très important dans le système de jeu, et je trouve que tout le monde a trouvé sa place. Quand tu as un joueur du calibre de Tatum qui revient, tout doit être rééquilibré en fait. Mais tout doit être équilibré dans une équipe qui avait déjà l'équilibre, parce qu'en fait tous les joueurs, alors je sais que ça a changé, mais tous les joueurs. C'est vrai déjà. Jordan Walsh jouait quasiment pas. Non, mais je suis d'accord, mais que tu prennes Pritchard, Derrick White ou Jaylen Brown, en fait, t'auras 4 joueurs qui se connaissent par cœur en fait déjà dans ton 5 de départ avec Jason Tatum. Oui. Il reste à trouver un joueur à l'intérieur. Je suis d'accord parce que Neemias Queta, c'est léger. Et puis cette période-là permet à des joueurs comme Jordan Walsh ou à Luc Garza de s'affirmer. Alors, je suis d'accord avec toi qu'ils se connaissent parfaitement, sauf que ils ont pris l'épaisseur les autres en fait depuis qu'il est pas là. Ils jouent très bien au basket depuis qu'il est pas là. Ils sont troisième là. Ils sont troisième. Ils étaient quoi là, avec Jason Tatum l'année dernière? Ils étaient 2 ou 3. Ils étaient très bien aussi. Oui. Ouais, mais pareil. Donc pas mieux. Pour moi, l'élimination l'année dernière en playoff, c'est un énorme accident de parcours pour Boston, et c'est pas du tout une réalité. Enfin, cette équipe valait mieux, je pense, que New York. Alors, sans doute, mais la question n'est pas là. La question, c'est de savoir, vu qu'ils jouaient très bien avec Tatum, et qu'ils étaient troisième, là, Tatum n'est pas là, ils sont troisième aussi, comment ça va se passer? En fait, moi j'aime beaucoup les théories de dire, il va arriver, d'un seul coup, ils vont être meilleurs. Ben non, je sais pas, déjà, il va falloir tous retrouver sa place. Donc ça va prendre un certain temps. Et ensuite, est-ce qu'ils seront meilleurs? Je sais pas. Ils sont déjà très bons, en fait. En fait, oui, mais c'est une équipe qui a un plafond qui est clairement limité sur cette saison. Oui, mais ce step pour être une équipe très bonne à une équipe excellente, il est grand comme ça. Et c'est pas facile de l'avoir en fait. Oui, mais c'est plus facile quand tu rajoutes Jason Tatum. Je sais pas. Ouais. Moi, j'ai pas cette croyance. Ok. Là, moi, je suis. Et pas que sur un Tatum. Je te parle quand t'as ton numéro 1 qui est pas là et quand il revient. Trae Young, quand Jalen Johnson était le leader, quand il est revenu, ça va pas mieux. Oui, mais tu veux pas comparer la situation de Trae Young. Non, mais ce que je veux dire, c'est que Jason Tatum est un joueur tellement exceptionnel que rajouter dans une équipe qui tourne très bien, avec des joueurs intelligents autour de lui, c'est ça aussi peut-être la différence avec d'autres situations. Sur le papier, c'est que ça peut que fonctionner. Sur le papier, je veux pas te donner tort, mais je demande à voir. En fait, le papier, c'est hyper simple. Maintenant, il faut le montrer sur le terrain. Et Jaylen Brown va avoir des envies.
Jaylen Brown va commencer à expliquer que c'est lui le patron. MVP des finales de conf, MVP de la finale, qui tire son équipe, qui leur permet d'être 3e. À un moment, il va falloir prendre en considération aussi les états d'âme de Jaylen Brown. Hein. Mais Jaylen Brown, ça fait des années, je pense qu'il a peut-être des états d'âme, mais ça fait aussi des années que ça fonctionne, bon gré, mal gré, avec Jason Tatum. On sait que c'est pas les 2 meilleurs amis du monde, mais enfin, si Guerrero, il y avait dû avoir de Guerrero, je pense qu'elle serait déjà arrivée, ça aurait déjà explosé entre les deux. Je pense pas. Parce que ça va justement que ça va exploser maintenant. Là, maintenant, je trouve que c'est plus risqué. Parce qu'avant, pour tout le monde, Jason Tatum était là, et Brown était là. Sauf que maintenant, pour moi, les deux sont au même niveau, en termes d'image, d'impact sur l'équipe, etc. Il vient d'égaler Larry Bird, hein, Jaylen Brown. C'est un point intéressant que tu soulèves, je ne l'avais pas du tout vu comme ça. Donc, je me pose la question vraiment de savoir. Là, je pense que s'il y a un moment où ça peut péter, c'est maintenant, pas avant. Parce encore une fois, on avait le 1 et le 1 bis. Ben là, c'est 2 numéros 1, 2 vrais numéros 1, parce qu'ils tirent leur équipe les deux. Sur le papier, c'est les joueurs intelligents, c'est les joueurs qui l'ont fait, et pourquoi pas. Mais moi, j'ai pas de certitude. Et est-ce que ça peut aider, selon toi, qu'ils aient déjà gagné un titre, ou est-ce que justement, ça peut faire que finalement, on n'a pas envie de mettre les égos de côté, parce que comme on a déjà gagné, de toute façon, l'objectif, d'une certaine manière, il a déjà été rempli pour les deux, et ça peut pousser l'un des deux à vouloir sa propre équipe et à en avoir marre de cohabiter avec un autre numéro 1. Moi, je crois plus à ça. Ouais. Je crois plus à ça. Je crois plus au fait que maintenant, tu as un titre. Donc maintenant, tu peux te permettre d'aller tenter l'aventure ailleurs et te dire, j'ai montré que je peux tenir une équipe tout seul. Mais en même temps, Jaylen Brown est en train de le montrer qu'il peut tenir une équipe tout seul. Et cette équipe qui appartenait à Jason Tatum. Et une équipe surtout, on oublie de le dire souvent, mais qui a été totalement démantelée cet été. Oui, on a fait partir plein de contrats, on a assaini les finances. Et c'était pas prévu du tout que Boston soit 3e de la conférence Est. D'une certaine manière, ça aurait pu arranger les Celtics d'être très bien placés à la prochaine draft, d'avoir un bon pick, soit que tu utilises, soit que tu échanges, et de récupérer Jason Tatum dans un an avec de nouveau le duo Tatum-Brown. Et pouvoir reconstruire une équipe intéressante, parce que lors de la prochaine free agency, Boston va avoir de l'argent à dépenser. Ça va être une équipe qui aura des bons arguments, et tu pourras faire venir du monde. Millions. Ah oui, non, mais tu peux faire venir un vrai gros joueur l'année prochaine à Boston pour avoir encore une équipe plus impressionnante avec le retour de Tatum et un nouveau joueur. Ouais. Et peut-être le départ de Jaylen Brown. Voilà, tu pourras faire venir 2 joueurs du coup. Allez, j'en ai une dernière. Les Lakers passeront pas le premier tour des playoffs cette année, et LeBron James ne jouera pas à Los Angeles la saison prochaine. C'est 2 ans. Moi, je le vois vraiment. Moi, je le vois vraiment comme ça. La première partie, honnêtement, vu comment ils défendent, vu comment ils jouent au basket ensemble, etc. C'est catastrophique. C'est possible. La vérité, c'est catastrophique Los Angeles. Dès que le niveau s'élève, dès qu'ils jouent une grosse équipe, ils explosent. Dès qu'en face ça court, dès qu'en face ça va dans la peinture, c'est pas possible. Ils peuvent pas tenir. Dès qu'en face t'as une équipe, t'as une vraie équipe de NBA quoi. En fait, dès que t'as une défense du physique et un peu de vitesse. Le basket des Lakers, il est anachronique en fait quasiment. C'est-à-dire qu'il faudrait jouer 15 ans en arrière pour que les Lakers gagnent un titre. Et 15 ans en arrière, ils gagnent un titre. Mais j'en suis pas sûr. Mais ils auraient plus de chances que cette année dans le basket de 2025-2026. Tu vois le truc. Mais en fait, on l'a dit en préambule. Hein, je pense qu'ils vont essayer de se renforcer quand même. Ils ont besoin de 3&D là. Ils ont besoin de mecs défensifs. Et je pense qu'il va falloir faire péter un des gars. Et je pense que ça sera aussi Reeves qui va en faire les frais. Vraiment. Mais je sais pas à Los Angeles, on le perçoit comme l'avenir, je pense, avec Luka Doncic. Pour moi, c'est une grosse erreur de voir Austin Reeves comme un joueur qui peut jouer sur le long terme avec Luka. C'est impossible. Pour moi, il y en a vraiment un de trop. Mais bien sûr. Et Luka est de très loin le meilleur des deux. En fait, c'est les mêmes, mais version un peu Wish, pardon. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Encore une fois, Wish, c'est méchant. C'est Wish avec un joueur qui met 26 points par match. C'est ça, exactement. Mais ce que je veux dire, c'est la version low cost, on va dire, un petit peu de Luka. Donc, effectivement, avoir les deux, c'est pas possible dans une équipe. C'est pas tenable. C'est pas tenable. Et je pense que l'été prochain, avec la re-signature à venir de Reeves, il faut, quoi qu'il arrive, soit le re-signer et l'échanger, soit ne pas le prolonger. Mais si tu arrives à le prolonger, il faudra l'échanger par la suite à un moment. Peut-être pas dès l'été prochain, tu pourras pas. Il faudra attendre plusieurs mois. Il faudra attendre la trade deadline suivante. Mais l'idée, pour les Lakers, ça doit être d'échanger Reeves au moment où il est le meilleur sur le terrain, au moment où sa cote sera le plus haut. Et là, tu as des dizaines d'équipes qui vont appeler, des dizaines, sur 30, on aura au moins une dizaine qui appellera et qui se renseignera pour Austin Reeves, parce que ce jour-là, dans un autre contexte, dans une équipe différente, tu vois, typiquement à Détroit, Austin Reeves et Cunningham,
ça serait beaucoup mieux que Austin Reeves et Luka Doncic à Los Angeles. Ah, rien à voir. Enfin, tu vois, des trois, ce genre de joueur, Reeves à Minnesota, pareil, une équipe très forte défensivement, qui a besoin d'une étincelle en attaque, d'un créateur en plus. Austin Reeves, c'est le joueur parfait. Et là, tu peux gagner le titre avec Austin Reeves dans ton 5 de départ. Ça, j'ai aucun doute là-dessus, mais pas avec Luka Doncic à côté. Et Austin Reeves, je suis d'accord. Et LeBron, parce que LeBron, c'est pas non plus défensivement, c'est plus le LeBron d'avant. Hein. On en vient au deuxième point. LeBron James, j'ai regardé avant le podcast, c'est le 12e salaire NBA cette saison. Il a 56 millions de dollars. Il joue du coup sa dernière année. Il a activé sa. Oui, c'est lui qui a activé son option en début d'année. Donc à la fin de la saison, il sera free agent. Los Angeles aura aucune raison valable pour moi, sportive, de prolonger LeBron James, entre guillemets, au prix fort. À aucun moment, tu peux considérer que LeBron James, aujourd'hui, vaut 50 ou 40 millions de dollars la saison. Je sais même pas s'il je suis désolé de dire ça, je sais même pas si aujourd'hui, il vaut 30 millions de dollars la saison. Un joueur de 41 ans qui en aura 42 et qui ne défend plus. En fait, LeBron ne défend plus, sincèrement. Il ne défend plus. Et c'est pas grave, en fait, parce qu'à 41 ans, c'est normal de ne plus pouvoir défendre un NBA sur l'intégralité d'un match, sur 35-38 minutes. C'est tout à fait logique. Mais tu peux pas lui demander de sortir du banc. On avait cette discussion avec Chris l'autre fois. Tu peux pas lui demander de sortir du banc, mais tu peux pas lui demander d'être ton deuxième, voire ton troisième meilleur joueur sur le terrain, sachant que le basket, ça se joue des deux côtés du terrain. Et comme en attaque, il est plus du tout aussi dominant qu'avant. Non, c'est une réalité. En fait, pendant une période, il a compensé offensivement ce qu'il avait perdu défensivement, sauf qu'il l'a plus, ça. Il a plus les cannes d'avant. C'est normal, encore une fois, tu l'as dit. Moi, j'ai jamais vu autant de fois LeBron James, en fait, être bougé à l'épaule sur les lay-ups, sur toutes les fois où il allait dans la raquette, il explosait tout. Tout le monde giclait en fait au moment où LeBron arrivait, et lui finissait main gauche, main droite, toujours l'impact, lane one. Il y a plus ça en fait. Tu le vois plus, terminer. Et c'est normal en fait. C'est ça le truc qu'il faut dire, c'est que surtout c'est la logique. Les jeunes qui arrivent, qui physiquement sont au top, qui sont des machines. Et c'est pas une attaque contre LeBron de dire ça, c'est qu'en fait à 41 ans, en fait, ça fait déjà 3, 4, 5 ans que ça devrait être le cas en fait, qu'il devrait être dans cette situation. Mais en fait, il a réussi à repousser jusqu'à 41. Mais là, c'est la fin de la fête, en fait. Je suis assez d'accord, c'est un peu compliqué. Ouais. Et ça devient pas gênant. Mais en fait, quand tu as connu LeBron James, qui a été le meilleur joueur de l'NBA pendant 10 ou 15 ans, qui est le deuxième, voire peut-être pour certains le meilleur joueur de l'histoire de la Ligue, le deuxième pour toi, ça fait presque mal au cœur de dire, en fait, il va mettre péniblement ses 20 à 25 points, mais alors parfois je sais que cette phrase elle n'a pas de sens quand même. Parfois il va mettre péniblement c'est 20-25. C'est énorme et surtout avec beaucoup d'efficacité parfois. Mais en fait tu peux pas considérer que LeBron James il vaut 56 millions de dollars la saison, et c'est un vrai problème pour Los Angeles d'avoir un joueur avec autant de poids dans le salary cap et qui n'apporte plus sur le terrain ce qu'on attend de lui. C'est le 12e salaire NBA. Ouais, ça je trouve ça un peu triste. Je trouve ça un peu triste alors je sais pas comment il aurait pu faire, mais il pouvait pas réduire son salaire. Il peut tout à fait réduire son salaire. Il aurait pu. Peut-être pas. Non, il peut pas gagner. Pas drastiquement. Il peut pas gagner 3 millions de dollars l'année. Non, ça c'est pas possible. Ça pouvait pas être drastique, mais il pourrait réduire au moins de 10 millions, j'imagine. Ah ça oui, ça bien sûr. Mais je comprends pas pourquoi il le fait pas. Il a plus rien à prouver. Au contraire, je trouve que ça aurait été quelque chose de grand pour lui. C'est un peu dommage, mais c'est vrai que il est un petit peu dans le dur, oui, c'est sûr. Quand on voit, en fait, cette équipe de Los Angeles a des difficultés contre les équipes jeunes qui courent, qui sont structurées, qui vont vite, qui sont puissantes. Comme par hasard, en fait. Et la vérité, c'est que quand tu affrontes les Lakers aujourd'hui, tu ne crains pas le fait qu'il y ait LeBron James de l'autre côté du terrain. Tu peux craindre Luka Doncic, tu peux craindre Austin Reeves sur des matchs. Tu te dis pas, ce soir, il y a LeBron James, les gars, ça va être compliqué. Tu t'es dit ça pendant 20 ans, mais plus en 2025-2026. Moi, t'es dur. Je crois qu'il y en a qui se le disent encore. Hein, parce que sur ça, en fait, c'est psychologique. Il est moins constant. Mais il peut encore l'être sur plusieurs séquences, mais sur l'intégralité d'un match, quand tu joues. T'es un hater de. Non, j'adore LeBron James, mais en fait, ça me fait mal au cœur de le voir dans cette situation et de voir que ça va se terminer et il partira pas au top en fait. Il va pas du tout partir au top. Tu connais des sportifs au niveau qui partent au top, il n'y en a pas beaucoup. Hein. C'est très très difficile. Je suis d'accord. Parce que trouver le bon moment pour s'arrêter, c'est extrêmement difficile. Donc, c'est ce qu'il y a de plus dur pour un sportif, surtout quand on a atteint ces sommets-là. Ouais, et encore, je trouve qu'on est dur. Il a quoi ? Il a 20 points de moyenne quasiment. Mais moi, j'ai pas de problème à ce qu'il joue encore en NBA et qu'il joue aux Lakers. Mais tu peux pas te dire, en fait, on compte sur lui les soirs où Luka il est moins bien, parce que sur 82 matchs, ça tient pas. Et pourtant, sa dernière déclat, c'est je touche pas beaucoup le ballon, je joue off-ball, mais s'il y a besoin que je le touche plus, je le toucherai. C'est sa dernière déclat, ça. Ouais, mais peut-être qu'il va nous faire mentir en play-off et que les Lakers vont être. C'est lui qui va battre tout le monde. Moi, j'aimerais voir ça, parce qu'en plus, moi, je suis fan des Lakers, donc ça me plairait beaucoup. C'est juste que.
On se disait un peu la même chose l'année dernière. En play-off, vous allez voir, Luka, LeBron, Reeves, ça va envoyer, ça n'a rien envoyé du tout. Et contre Minnesota, ça a été catastrophique au final. Ils se sont fait exploser par les Wolves. Et ça sera la même chose cette saison s'ils jouent Houston, s'ils jouent Minnesota, s'ils jouent les Spurs. En fait, tu prends les 5-6 meilleures équipes de l'Ouest. C'est eux le canard noir de l'histoire en fait, parce qu'ils vont se faire manger par tout le monde en fait. Manque d'envergure, manque de taille, manque de puissance, manque de vitesse, manque de jeunesse. Voilà. Sur certains postes. Donc compliqué, je suis d'accord. Bon, on a fait un tout petit peu long prévu. Il y avait en plus d'autres choses à dire, mais on n'aura pas du tout le temps. On voulait vous parler de Kawhi Leonard et du All-Star Game, des votes pour le All-Star. Kawhi qui est monstrueux, qui marche sur l'eau. Kawhi qui ramène les Clippers en play-in et qui relance vraiment la saison des Clippers. On peut se dire avec Kawhi, on peut recompter sur les Clippers cette saison. Est-ce que tu y crois ou est-ce que c'est illusoire ces 5 victoires d'affilée? Et ce Kawhi qui j'ai noté est sur la meilleure moyenne de points de sa carrière, 27,5 points à 50% au tir. Alors j'y crois tant qu'il se blessera pas. Tant que son corps le maintiendra sur le terrain, j'y crois, parce que là, il est sur un rythme incroyable. Il prend les bons choix, il est physique, il a envie. Il est toujours aussi souriant. Quand il met 55 points, on lui mouille les cheveux, il dit « Je vais vous envoyer la facture de mes tresses ». Le mec est complètement fou. Mais joueur incroyable, donc oui, moi j'y crois, tant qu'il sera en bonne santé. Il a raté 10 matchs pour le moment cette saison du côté de Oui, mais c'est l'enchaînement. Parfois, il en rate un ou deux, puis ça lui coupe un petit peu, ça lui casse un petit peu son rythme, et c'est plus compliqué. Bon, on s'arrête sur ça. Attends, j'avais juste posé une question sur l'All-Star Game. Est-ce que tu es plutôt Michael Porter Jr. ou Scottie Barnes pour le All-Star? C'est une vraie question, ça. C'est une vraie question. C'est une vraie question. Moi, je trouve que la question a mérite d'être posée. D'ailleurs, pour le moment, il est dans les 12 de la conférence Est. Michael Porter Jr. Il est 10e, il me semble, sur les votes du All-Star Game. Et alors, une plus facile, Michael Porter ou Pascal Siakam? Pascal Siakam. Ok. En fait, n'importe qui sauf Michael Porter Jr. C'est Tyler Hero. Et Tyler Hero ou Michael Porter Jr.? Là, il a passé Tyler Hero quand même. Ouais. Ok. Moi, j'aime bien la saison de Michael Porter Jr. à Brooklyn. Dans un contexte un peu spécial, évidemment, mais 26 points à 50% au tir, avec un peu de défense et des points de rebond. Qui a dit que c'était un mauvais joueur? C'est pas un mauvais joueur, mais j'aime pas du tout ce qu'il apporte, en fait. Et puis, j'aimais pas ce qu'il faisait à Denver, donc je garde cette image sur lui. Ah oui, voilà, mais on parle de Brooklyn, là. On parle plus de. Ah oui, il gagne beaucoup plus de matchs, pardon. Autant pour moi. Je trouve que les Nets gagnent trop de matchs par rapport à ce qu'ils devraient en gagner. Bien. Oui, c'est bien, mais finalement, s'ils étaient 15e à l'Est, ça serait mieux pour eux parce que c'est un groupe qui se reconstruit et ça t'apporte rien de gagner 35 matchs en fait à l'Est à long terme sur Brooklyn. T'es le genre de mec qui veut tanker, toi tu veux pas, tu t'aimes pas le basket. C'est pas que je veux tanker, c'est que quand tu sais que c'est foutu, il faut repartir à zéro quoi. Non mais c'est vrai, tu vois. Bah non mais tu regarde Miami. Toi t'as de l'eau qui arrive dans ton bateau, tu creuses des trous à côté pour que ça aille plus vite. Je construis un nouveau bateau en fait, c'est ça surtout. J'essaye pas d'écoper, je veux construire vite un nouveau bateau pour repartir. Ok. Tu vois ou pas? Ouais, bah écoute, je comprends. Donc Michael Porter Jr. Non. Ok, pas de Michael Porter Jr. Bah c'est terminé. Allez, Devin Booker ou Austin Reeves? Devin Booker. Devin Booker, on est d'accord, super. Bon, on s'arrête sur ça. Le dernier podcast de 2025. On se retrouve le 6 janvier, mardi prochain, pour un nouveau numéro. Je ne sais pas si ça sera avec toi, avec Chris. Je serai avec Chris, je pense. Sûrement avec Chris. Chris. Ouais, tu me laisses Chris. Ouais. Ça marche. Allez, bonne fin d'année, bon réveillon à toutes et à tous. Et on se revoit l'année prochaine. Ciao. Bye.